dans le blog de Lisa et cette semaine, le blog de Lisa, non, ce mois-ci, le blog de Lisa est une FAQ, foire aux questions. Foire aux questions que j'ai lancée sur Instagram et j'ai eu beaucoup de questions. Alors, je dois remercier tous les gens qui les ont posées, bien sûr, évidemment. Dont certains qui se sont lâchés, Bubu. Voilà, mais que je remercie, parce que ces questions, vous allez voir, sont fort pertinentes. Alors, j'en ai reçu un peu de partout, parce que je l'avais mis sur Instagram, et je l'avais mis, en fait, sur un média, un groupe WhatsApp d'auteurs, de lecteurs, etc., que j'ai rencontrés depuis longtemps. Et donc, j'avais demandé aussi, il y a eu quelques questions aussi de ces gens-là. Alors, il y avait des doublons, on va dire, à quelques mots près, c'était à peu près les mêmes questions. Donc, j'ai rassemblé les questions, j'ai assemblé les questions, j'ai amalgamé les questions pour ne pas faire de doublons dans la vidéo. Et surtout, je les ai classés dans 4 grandes catégories. Ne vous inquiétez pas, le Généralox n'est pas malheureux, c'est juste qu'il y a un moucheron qui l'embête. Alors il va gueuler pendant des heures, parce qu'un moucheron c'est quand même assez dramatique. Voilà, c'est dramatique, un moucheron, c'est très chiant. Voilà, donc 4 grandes catégories, auteur, lectrice, perso et général. Voilà, alors on va commencer tout de suite parce que je pense que ça va nous prendre du temps, cette petite merde. Alors j'ai mis les questions là. Sur un repose tablette en vérité, mais comme ça les feuilles sont bien droites et je vois bien les questions que j'ai recopiées avec ma menotte. Voilà, donc il y a toute une liste de questions bien écrites, bien gros, parce que les vieux. Oui, et je rappelle pour ceux qui m'ont dit mais à chaque fois tu fais des trucs sur les feuilles, comment tu fais? Non, je récupère les feuilles. Voilà, je récupère les dos des feuilles, des fois des courriers qu'on reçoit qui, honnêtement, quand il y a 10 fois le règlement intérieur d'un truc, on s'en fout. Voilà, donc je récupère les feuilles. Alors, première catégorie, auteur. Voilà, je ferai des vignettes, je ferai un truc rigolo, enfin un truc... je ferai une animation, histoire que vous pleuriez pas la première catégorie. Donc, première question, alors elle vient à la fois de Bubu, donc de Bérénice, et de Sandra sur le groupe WhatsApp. Voilà. La première question, c'est combien as-tu de romans qui attendent d'être publiés? 6. Je compte. Donc 24, 25, 26, 27, 28 et donc 29. Voilà. Qui sont prêts à la publication. Sauf que certains ne sont pas passés encore à la correction professionnelle, sur la correctrice professionnelle. Celui de 2024 est déjà corrigé, donc voilà. Mais je précise pro, la correctrice, voilà, rémunérée, pro, tout ce que vous voulez. Et je rappelle aussi que c'est le premier G et que ce sera le dernier. Voilà. Deuxième question qui me vient aussi de Bérénice. Te souviens-tu de l'émotion que tu as eue à la publication de ton premier roman? En fait, la première fois que j'ai eu... Alors, c'était pas un roman, c'est ma monographie. Que je l'ai eu en main, en version papier. Je me suis demandé qui c'était cette Lisa Giraud-Taylor qui était inscrit sur la couverture. Voilà. Et après, j'ai réalisé que c'était moi. Plaisante, mais oui. Non, ça fait toujours une émotion. Et depuis, je fais toujours la même réflexion en me disant ouais, quand même. Et après, je me dis que je me débrouille pas trop mal. C'est bien, je suis contente. Troisième question qui vient à la fois de DH2, donc du groupe WhatsApp, et donc de Bérénice. Vous allez voir, elle a eu ce qui est assez marrant, elle a eu des questions qu'on m'a posées sur le groupe, donc comme quoi, des questions que tout le monde se posait. Dans tout le processus de création de romans, quel est ton moment favori? Alors, lui, il avait juste posé ce genre de questions, elle avait rajouté imaginez, écrire, retour bêta lecteur, revoir la version papier, les ventes, le retour des lecteurs, etc. Alors, pour répondre à la première question, je dirais oui, j'ai un moment favori. En fait, je dirais dans l'ordre l'imaginer, recevoir la version papier et avoir le retour des vraiment premiers lecteurs. Alors, je ne dénigre pas les autres, on est bien d'accord, mais les premiers lecteurs, c'est quand même ceux qui ont acheté votre roman parce que soit ils vous aiment en tant qu'auteur, soit ils vous connaissent, soit qu'ils ont déjà lu quelque chose et qu'ils veulent continuer.
Voilà, c'est vraiment ceux qui sont les fidèles des fidèles, donc il y a plus d'attente, on va dire, de moments favoris, de savoir que si vous n'avez pas déçu ces lecteurs-là. Sinon, j'ai pas de bêta lecteur. Je refuse d'en avoir. J'ai 2-3 personnes qui lisent mes romans bien à l'avance des sorties. Certaines, ils les lisent même 2-3 ans avant. Qui me font des retours. Surtout émotionnels, qui me disent ce qu'ils ont aimé, pas aimé. S'il y a un personnage qui les a plus énervé ou pas. Si par exemple il y a un personnage qu'ils auraient aimé voir développer ou autre, généralement je tiens compte de ces remarques, pas pour le roman là, puisque je ne change pas. Elles le savent en plus, enfin elles et ils le savent parce que elle au pluriel et il au singulier, parce que ils savent très bien que c'est mon premier jet, que ça n'impactera pas mon roman, ce qu'ils vont me dire. Par contre, inconsciemment et sciemment, je tiens compte des petites modifications. C'est pas des modifications, c'est des petits souhaits ou des choses qu'ils aimeraient me voir faire, ou par exemple de me dire tiens, tel personnage qui est au fin fond à droite là. Il est pas mal, il a un truc qui est sympa. Et peut-être que effectivement, sûrement, inconsciemment, il y a des personnages qui doivent revenir ou qui impacteront les prochains. Sinon, je prête pas vraiment attention au reste. En fait, les ventes, de toute façon, je n'y peux rien. Je n'ai pas d'impact là-dessus. Puis honnêtement, ça n'est pas mon moment favori. Je me fous en fait. Je prête pas attention à ça. Pas vraiment. Enfin, pas vraiment. Il y a une question, vous comprenez pourquoi. Ensuite, Sarah, du groupe WhatsApp, m'a dit quel a été ton premier projet d'écriture, le tout premier, et à quel âge. Alors, j'ai un très vague souvenir, simplement j'ai demandé à mon papounet, qui m'a conforté dans ce que je pensais. Je lui ai dit je pense que c'est ça, il m'a dit si, voilà. Donc c'est dans un cahier, dans une malle, parce que j'avais des cahiers. D'écriture je faisais déjà des petits poèmes, donc voilà, et de collage. Donc en fait, mon premier projet d'écriture, ça a été de faire une suite à Peter Pan, parce que j'aimais beaucoup le roman de Barry, et en fait, je me suis mis dans la peau de la fiancée de Peter, parce que je voulais savoir ce qui arrivait aux enfants de Darling, et surtout à Peter après. Donc en fait, je m'étais mis dans la peau d'après ce que mon papounet m'a dit, que voilà, j'étais la nouvelle fiancée de Peter, et qu'en fait, le Crochet n'était pas mort, parce que j'aimais beaucoup Crochet. Je le trouvais très attendrissant, Crochet. D'ailleurs, même maintenant encore, j'aime bien Crochet, pauvre garçon. Non, c'est vrai, il est tout malheureux. Et puis un croco qui essaye de le bouffer à chaque fois. J'aimais bien Crochet, et Crochet était mon pote. Voilà, donc Peter et moi, on était amoureux, et Crochet était mon pote. Oui, et donc je dû avoir 7. Mon père m'a dit tu dois avoir 7 ans et demi, un truc comme ça. Ça dénote bien de. Ouais, ça commence pas. Ah bah oui, oh là, mon Dieu. Autre question, et cette fois-ci ça vient du groupe WhatsApp des Benoît. Il m'a fait rire quand j'ai vu la question, je lui ai dit con. J'avais mal lu la question, je me suis dit, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il veut que je réponde à ça? Il n'y a pas de combien. J'ai compris. Donc en fait, la question c'était as-tu fait ton coming out? Et donc il a laissé je sais pas combien de lignes avant de mettre d'autrice. Alors je rappelle que je sais dire autrice, hein, voilà, quand on l'emploie, c'est quelqu'un qui l'emploie, ça me pose pas de question de le dire, hein, je rappelle. Parce que tu dis pas autrice, je dis pas autrice quand je me définis. Si vous me présentez, vous pouvez dire autrice, hein, ça me gênera pas. Donc as-tu fait ton coming out? Autrice. As-tu annoncé à tes proches, donc il m'a donné 3 personnes, famille, collègues, couple, que tu écrivais. Alors, on va faire par famille, collègue, couple. Alors, famille, je pense que tout le monde a vu que je prenais le stylo. Hein. Voilà, parce que je demandais des stylos, des crayons, du papier, des cahiers. Donc, CF, la question juste avant sur Peter. Donc, voilà, tout le monde savait que j'écrivais. La phrase la plus sortie quand j'étais petite et que j'ai entendue pendant des années et qui m'a un peu gonflée des fois au début, enfin même souvent, très longtemps,
parce que c'était à la fois marrant et à la fois un peu des fois moqueur, un peu cul. Vous savez les vieux cousins ou les vieux cousins qui font des petites réflexions comme ça, un peu ironiques et tout. J'avais envie de leur dire c'est pas parce que tu sais pas écrire qu'il faut que tu me gonfles. En fait ils disaient toujours elle écrit ses mémoires la petite. Voilà. Donc voilà, et alors ça c'est fait, parce que j'écrivais à tout le monde. Pour le coming out, voilà, ça c'est fait. Est-ce que j'ai annoncé à ma famille que j'écrivais? Ils l'avaient bien vu. Est-ce qu'ils s'en sont souciés? Non. Perso, je pense que, à part une de mes cousines et un cousin, alors une de mes cousines, c'est sûr, elle a pratiquement, je crois qu'elle a tous mes romans, les biographies, les monographies, en fait, tout ce que j'ai sorti. Un de mes cousins doit en avoir quand même pas mal, déjà, mais il a peut-être pas tout, mais il en a pas mal. Hormis ces deux-là. Voilà. Faut pas compter sur ma famille pour m'acheter des bouquins, faut pas compter sur ma famille pour me faire de la pub. Voilà, non, même pas en rêve. Alors mes parents, voilà, si je leur file pas un livre, si je ne filais pas un livre, alors mon père, maintenant, rien à cirer. Mais si je leur filais pas un livre moi-même, c'est-à-dire je leur offrais un livre, ils le prenaient, ils étaient contents, ma mère le lisait, mais ses retours étaient toujours c'est bien, ça t'a plu? Ouais. Super. Tu voudrais pas expliciter? Super. Et c'était toujours non, ça va. Bon, ok, ça se fait. Et mon père, c'est même pas de commentaires, de toute façon, il est jamais content. Donc, c'est jamais où il veut, les personnages n'ont jamais le prénom qu'il veut, il aurait fait l'histoire comme ça, mais de toute façon, pourquoi tu perds ton temps à écrire? Voilà. Donc, famille, ne comptez pas dessus, hein, voilà. Ensuite, collègues. On va dire... Alors, famille étendue, on va dire, parce que meilleure amie, pour moi, elle fait partie de la famille, elle a été adoptée depuis longtemps. À part meilleure amie. Voilà, meilleure amie a tout lu. Collectionne tout, à tous mes romans, y compris les rééditions, alors que je lui dis que ça sert à rien parce qu'elle avait la première édition, elle me dit non, c'est pas grave. Voilà, à part elle. Donc à part deux cousins et ma meilleure amie, le reste, ils en ont rien à cirer. Pour parler poliment. Mais j'ai l'habitude depuis des décennies, donc ça me pose plus aucun problème. Donc d'ailleurs, je le dis, je n'annonce presque plus mes sorties, je ne dis plus que je publie. De temps en temps, il y en a un qui sort du bois en disant tu continues à publier? Si tu t'intéressais un petit peu à moi, peut-être, mais comme ils s'en foutent, moi je m'en fous aussi. Collègues, mes collègues, très peu savent. Il y a peut-être 4-5 collègues qui le savent, et je parle des collègues. Hein. Voilà, après des collègues qui sont devenus au fil des années, des amis, elles savent que je publie. Elles ont toujours la très gentille délicatesse et amitié de me féliciter, de me dire bravo, de m'encourager, etc. Après, je ne les ai jamais obligées à m'acheter des livres, et je refuse qu'elles s'obligent à m'acheter des livres si elles ne veulent pas les lire, parce que chacun... ne peut pas non plus dépenser à chaque fois entre 15 et 20, 22, 23 euros pour un bouquin avec les frais de port, les machins et tout ça. Donc je les ai jamais obligées, mais elles sont là. Après, mes collègues généraux, on va dire, il y a très peu de gens qui le savent. Et ceux qui savent sont polis. Voilà. Ils me disent c'est vrai, t'es auteur, tu écris, puis il faudra que tu nous montres. Mais vous sentez il faudra que tu nous montres si tu ne me montres pas, c'est aussi bien. Voilà. Donc j'ai jamais fait de dédicace au bureau. Il n'y a jamais eu un engouement à l'air de dire écoute, tiens, on va t'en prendre un chacun pour de temps en temps, pas tous les ans, mais un de temps en temps. Je sors pas toutes les 6 mois non plus, histoire de te faire plaisir, même si on le jette et qu'on l'envoie sur Vinted après. Mais non, ils s'en foutent. Voilà. Après, les chefs, tous mes chefs ont su, parce qu'à un moment donné, il fallait bien que je prenne une journée, c'est en salon, en conférence, que je faisais une intervention quelque part. Ils le savent. Ils étaient pareils. Voilà, ils étaient polis en me disant félicitations, bravo, c'est bien, on est fiers de vous. Voilà, mais aucun d'entre eux ne m'a acheté un livre. Si, je suis une menteuse. Un de mes DGA m'a acheté un livre un jour.
Mais sinon, non. Et puis, les rares que je sais de mon entourage hiérarchique qui ont acheté un ou deux livres, qui les ont achetés à part. Hein, voilà, ils m'ont pas acheté à moi, ils l'ont acheté directement sur le site ou quelque part. Ils m'ont jamais fait de retour. Donc ils m'ont dit ah on l'a lu, mais ils ont jamais fait de retour. Donc j'ai supposé que c'était mauvais ou qu'ils n'avaient pas aimé ou que voilà ou alors qu'ils en avaient rien à carrer ou qu'ils l'avaient pas lu. Voilà. Non mais quoi que de l'acheter sur un autre site sans me le dire et qu'un jour dans la conversation on dit ah j'ai lu votre livre, bravo. Enfin pas bravo mais j'ai lu votre livre, machin. Voilà, vous vous dites bah pourquoi tu l'as acheté. Mais sinon non, je pense que s'en fout. Voilà. Dans mes couples, on va dire que c'est-à-dire je prends de la place. Enfin outre alors, non, mais je prends de la place, j'ai forcément mes affaires, j'ai forcément mes cahiers, j'ai forcément mes trousses, mon chat. Et puis généralement, j'essaye toujours de trouver un endroit où je peux me poser pour écrire. Même si c'est des. Bon, j'ai jamais été dans 20 mètres carrés, hein, il faut bien l'avouer. Voilà, il faut pas. Jamais été dans une chambre de bonne ou un appartement qui faisait juste 40 mètres carrés, il faut arrêter. Mais on avait toujours au moins notre chambre et une pièce, ou notre chambre avec un très grand salon ou quelque chose, ou un balcon, une terrasse, donc je me débrouillais toujours. Voilà. Donc oui, mon couple forcément, puis en plus très souvent c'était grosse rigolade quand il y avait un truc, je lui disais fais attention, tu vas finir dans un roman un jour. Voilà, ça c'est pour ceux qui lisent les aventures de la Smala. Ah bon entendeur, salut. Autre question, et cette fois-ci ça vient aussi du groupe WhatsApp, et c'est Lila. Je dis toujours la petite Lila qui maintenant a 28 ans quand même, hein. Depuis elle a un peu vieilli, depuis le début du blog en 2010. Un peu vieille. Non ma Lila, tu es pas vieille ma chérie, mais enfin 28 ans tu pourrais être ma fille quand même. Hein. As-tu des défauts d'écrivaine? J'aime bien autrice, écrivaine, ils me font tous les trucs. Plein comme tout le monde je crois. Alors, c'est pas forcément un défaut, mais ça peut l'être pour certaines personnes. Mon défaut principal serait que je sais ce que je vaux et je sais que ce que vaut surtout mon roman avant qu'il soit publié. Je sais plus ou moins les émotions que j'ai pu faire passer dans un roman. J'arrive à savoir quels sont les personnages qui vont être aimés, détestés, adorés, qui vont faire fantasmer la moitié du public, y compris masculin, féminin et les affiliés. J'ai déjà dit, je fais qu'un G. C'est comme ça que je travaille. Hein, c'est pas, voilà, j'ai toujours fait comme ça. À l'école, je ne faisais pas de brouillon. J'ai toujours fait directement, c'est-à-dire que je levais le nez au ciel pendant 10 minutes et je rédigeais tout de suite parce que mes idées s'étaient mises en place pendant les 10-15 minutes où j'avais baillé aux corneilles. Ouais, alors je sais pas si c'est un problème ou pas, ou un défaut ou pas. Après, qu'il soit lu ce roman, c'est plus mon problème en gros. Mais oui, j'ai toujours su. Le problème, c'est que depuis que je suis petite, je sais ce que je suis capable de faire, ce que je peux produire. Voilà, que ça soit les domaines que j'ai touchés, que ça soit l'écriture, la photo. Voilà, quand je faisais des photos, je savais les photos que je voulais à l'avance, je les voyais mes photos. Donc en fait, j'ai agencé les personnes qui faisaient des photos avec moi, les mannequins ou autres, je les agençais comme je voyais ma photo et généralement je ne me trompais jamais. Alors je rappelle que c'était souvent en argentique au début. Donc voilà, si vous usez 36 photos d'une pellicule pour faire une bonne photo, c'est que vous êtes nul. Moi sur les 36, il y en avait 35 qui étaient bonnes sur la publication. Après on prenait la meilleure ou les deux meilleures, mais voilà. Je me loupe rarement en photo. Maintenant que c'est carrément l'argentique, je fais une seule shot. C'est comme le roman. Un G, une photo. Quand vous voyez mes photos sur Instagram, quand vous voyez des photos que je peux publier, j'ai pas trop touché la photo. Et j'ai fait qu'une photo avant. J'en ai pas fait 12 avant. Donc c'est comme ça, j'ai un œil qui fait que de petite. Et je rappelle toujours le truc, c'est que j'étais à Azer le Rideau avec le Leica de mon grand-père et que la première photo que j'ai fait, vraiment moi toute seule,
avec son Leica, c'était le château d'Azay-le-Rideau qui se reflétait dans les douves. Et en fait, j'ai mis peut-être... j'ai regardé le château et en moins d'une minute, j'ai demandé l'appareil photo, j'ai dit je veux faire une photo, on me l'a donné et en fait, il y avait toutes les proportions, c'est-à-dire que le château se reflétait complètement avec toutes les trucs autour, c'est-à-dire il y avait un copier-coller. Voilà, mais c'était mon œil, donc ça m'a toujours poursuivi et c'est pareil. Après, j'ai toujours vécu sur mes acquis parce que je sais malheureusement enfin oui, malheureusement ce que je vaux et ce que je peux faire ou pas. Ou pas. Alors c'est pas de la prétention, parce qu'il y a des gens qui me l'ont souvent reproché, c'est pour ça que je dis que ça peut être un défaut, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, oh là là, ça va, t'es prétentieuse, personne ne sait ce qu'il vaut vraiment, ne me dis pas que tu sais que tes romans vont être très bons, ou machin. J'ai pas dit que mes romans étaient sublimement bons, j'ai dit que sur ce roman, un roman précis, c'est-à-dire ce roman-là, je sais que j'ai fait le mieux que de ce que j'ai pu faire pour celui-là. Après, oui, tout le monde s'améliore. Enfin, je suis désolée, si vous vous améliorez pas en écrivant, c'est que, alors soit vous êtes un génie méconnu, mais vous êtes un génie à ce niveau-là, vous vous demandez directement l'accès à l'Académie française, au prix Nobel de littérature dans la seconde qui suit. Soit vous évoluez. Oui, mon écriture d'il y a 30 ans ou 40 ans, elle n'est pas la même que celle qui est maintenant. Mais je sais ce que je peux faire. Voilà. J'ai aucune ambition. Je m'en tamponne le coquillard. J'ai pas été élevée comme ça. Donc, et je n'ai pas de désir de revanche. C'est-à-dire que j'ai pas quelquefois ce que je croise chez des auteurs, confirmés ou pas. Voilà, tous les gens que je peux connaître. Il y a des fois où on sent. Alors l'ambition soit. Ça après c'est pas un défaut d'être ambitieux. Alors, arriviste, oui, mais ambitieux, non. Mais il y a des gens qui s'en foutent. Par contre, il y a des gens qui, effectivement, ont un petit désir de revanche. Alors, sur la vie, sur quelqu'un qui les a pris pour une douille, pour peut-être prouver quelque chose à quelqu'un, mais il y a un truc de revanche. Moi, j'ai rien à prouver à personne. J'ai quelque chose à me prouver à moi. Voilà. Et je sais que j'ai un... Alors c'est aussi prétentieux de dire ça, mais je m'en fous. En fait, c'est comme ça que je fonctionne depuis des 30 ou 40 ans. Quand j'ai commencé à écrire, je savais ce que je voulais faire et j'ai un espèce une œuvre. Voilà. J'ai pas d'enfant, j'aurai pas de descendance de sang direct. À part mes neveux, nièces et toute la clique. Voilà. Mais enfin, c'est pas les miens. Donc alors, ça parlera aux gens qui ont des enfants. Quand vous avez des enfants, vous avez une descendance. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va vous survivre. Quand vous allez mourir, il y a quelqu'un qui pensera à vous parce que vous aurez été sa mère ou son père, etc. Et donc, il transmettra ça à ses enfants, etc. Blablabla. Et vous aurez, en fait, votre sang qui sera... pour quelques générations, on l'espère pour vous, assuré. Moi, j'ai pas ça. Voilà. Donc, de plus jeune, quand je savais que j'aurais jamais d'enfant, je me suis dit, il faut que tu laisses une trace quelque part. Et en fait, mes livres, mes romans, mon œuvre, je vous dis, même si c'est prétentieux, mais c'est ça. Je veux dire, une fois que vous avez quand même sorti beaucoup plus... Enfin, moi, j'en suis à 15-16 maintenant ouvrages, on peut dire que c'est quand même une œuvre. Même si c'est une œuvre à mon échelle, là. Au lieu d'être là-haut, mais là, vous voyez, juste au-dessus. Voilà. Mais c'est quand même un minimum. Je me dis que j'aurai une œuvre qui me survivra, puisque en gros, on trouvera peut-être mes romans encore sur des étagères à droite à gauche. Donc, il y aura une trace de Lisa Géraud-Taylor. Voilà. Après, je fais ça pour me faire plaisir. Donc, si un jour je m'ennuie, si un jour ça me gonfle, si un jour j'ai plus envie, je arrêterai et sans état d'âme. Je veux dire, je n'ai pas d'addiction. Donc, je n'ai aucune addiction et je peux arrêter très vite. Voilà. Je me suis fixé un cap, moi, de roman. Je sais à peu près quand je veux arrêter et sur quoi je veux arrêter. Après, nul n'étant prophète en son pays, il n'est pas dit que quand je suis arrivée là, je me suis dit, bah non, merde, putain, t'as encore 3 idées ou 4 idées, allez, vas-y, tu y vas. Mais, voilà. Mais si j'arrête, ça sera sans état d'âme et je serai contente de ce que j'ai fait. Bérénice, donc Bubu, qui me pose la question suivante. Ah mon dieu, elle va me faire mourir. Il y a le chat qui. Hux,
le truc, là, le moucheron, t'es peut-être pas obligé de le coller sur l'appart à maman, s'il te plaît, merci. Qui me pose la question, lequel... Ah oui, ça c'est quelque chose qui intrigue beaucoup. Lequel de tes romans as-tu le plus vendu et t'y attendais-tu? Alors, hormis la monographie, on parle bien des romans. Hein. Alors, les tops, dans l'ordre. Dans l'ordre, ça doit être Liverpool Connection, Carl et Nina Un chemin, La chute de Yann. Oui. La chute de Yann avant De retour en URSS. Sachant que De retour en URSS, c'est le seul qui me rapporte 1 centime d'euro. Ou quasiment de rien des fois quand c'est en direct. Parce que je vends même pas à perte, mais je vends à 0. Donc ça me rapporte 1 centime d'euro maximum quand je fais pas de déduction, enfin je déduis pas des trucs pour les gens. Mais voilà, c'est ceux qui ont été les tops, c'est-à-dire ceux qui sont le plus vendus, et je dis De retour en URSS qui m'a pas rapporté, parce que les autres m'ont quand même rapporté. Les flops, ah bah c'est facile, hein. Les flops c'est The Average Cottage, qui lui malheureusement est sorti quelques jours, semaines avant le premier confinement de 2020. Donc il est sorti en plein dans la période de merde. Alors qu'il avait été envoyé par papier à des booktubeuses, des influenceuses, des chroniqueuses. Alors il y avait beaucoup de filles, il y avait un garçon. D'ailleurs c'est le seul qui a fait une chronique au mois de février, au mois de juin. Bon bref, il y en a plein qui ont reçu le SP parce que j'y croyais vraiment à ce roman, enfin comme les autres, mais je veux dire, voilà, j'avais la possibilité, puisque j'avais bien travaillé pour les autres, j'avais un budget SP qui était plus gros. Donc je leur ai envoyé papier au mois de entre janvier et mi-février, quand il y en a certains qui m'ont dépêché. Le confinement est arrivé. Je pense que les livres ont fini par caler les portes. Voilà. Ou ils sont dans les nymphes, quelque part, dans un carton, je sais pas. Voilà. Donc, comme personne en a parlé, personne ne l'a acheté, ou très peu. Il a un petit peu eu un ressort l'année suivante. Vraiment, il a eu un petit ressort l'année suivante. Mais pas tant que ça. Voilà, mais c'est vraiment un flop. Et alors le flop du flop du flop pour l'instant. Bon, après vous allez me dire c'est depuis janvier. Donc enfin bon, normalement en 6 mois je vois mes ventes et déjà en 4 mois je vois mes ventes, je vois mes droits d'auteur et je sais que je peux financer le prochain. Là je peux même pas financer celui de 2024 et voire de 2025 si le 24 se vend pas. Voilà. Mais le 24 il n'est pas financé par lui. Généralement, je finance toujours par le N-1, je finance celui qui arrive après. Là, c'est un flop financier, mais bon, voilà, voilà. Donc, j'ai engagé mes fonds perso, mes économies, pour publier celui de 2024, parce que, monde vers l'idéal, voilà. Et vogue la galère, comme on dirait. Alors déjà, j'avais pas eu de retour sur The Average Cottage, je reçois rien sur De retour en URSS. Vous allez me dire, ouais, pourquoi tu as continué à publier? Parce que ça me plaît. Parce que j'estime que mes romans doivent être publiés, même si tout le monde s'en bat la foufouille. Mais ça, c'est une expression de ma grande-tante, elle disait s'en battre la foufouille. J'ai jamais compris. C'est pas du tout... Non, c'était pas du tout ça. Non, j'ai jamais compris. Je crois que c'était par rapport à la foire fouille. Mais vous savez, le vieux magasin où on vendait de tout. Mais je suis pas sûre. Mais bon, ça m'arrive d'avoir des vieilles expressions de vieux qui reviennent. Voilà, donc, voilà, on s'en fout. Voilà, alors Lila et Sandra, donc du groupe WhatsApp, sont posées la question, mais toutes les deux, alors en même temps. Elles ont fait une question commune. Ton dernier roman, donc, monte vers l'idéal, a-t-il trouvé son public? Eh bien, j'ai répondu tout à l'heure, non. Voilà, alors je dois avouer, il faut quand même le préciser, je savais qu'il allait pas se vendre. Je change la feuille parce que j'ai écrit tellement gros que j'ai dû mettre 3 questions par feuille. Je savais qu'il allait pas se vendre. Parce qu'en gros, en tous les cas qu'il n'avait pas forcément intéressé, parce que écrire un roman entre guillemets autobiographique sur un dramaturge poète inconnu qui est mort à la guerre de 14, dont le nom ne peut pas faire un buzz sur internet en mettant un hashtag, parce que en fait à part moi et les 2-3 personnes qui mettent des hashtags sur lui, sur Louis Gendreau, personne ne sait qui est Jean-Louis Gendreau, même pas le fait qu'il était ami avec Rostand et que Sarah Bernard le soutenait, les gens s'en tamponnent le coquillard. La réflexion la plus sincère, on va dire, a été à la sortie,
je fais toutes les années, je propose à certaines blogueuses, chroniqueuses, etc., qui sont un peu dans mon cheptel depuis des années, des SP. Alors cette fois-ci, honnêtement, vu que j'avais planté, entre guillemets, enfin que j'avais un peu d'argent grâce à le retour de Cassio, je pouvais proposer des SP, alors en numérique, mais je pouvais en proposer plus. Je dois avouer que j'ai reçu des refus parce que les gens m'ont dit sincèrement qu'ils avaient trop de trucs, qu'il y avait trop de sorties littéraires en janvier, que c'était pas possible, donc ça je comprenais. La plus sincère a quand même été une des filles qui ne lit qu'en numérique, donc ça l'a rangé, et qui m'a simplement répondu qu'en fait, elle ne couvrait pas ce genre de roman sur des inconnus parce que le nombre de, et je cite, hein, le nombre de likes sur son post ne serait pas rentable pour elle et que ça n'allait pas ouvrir une possibilité d'avoir un partenariat, d'avoir peut-être une pub, un sponsor sur ce post parce que personne ne regarderait son post et surtout regarderait son post mais personne ne le likerait. Et donc elle met ça sur 2-3 réseaux différents dont TikTok et elle m'a dit ça va être un flop et moi je dois avoir des retours sur mon travail pour pouvoir maintenir mes sponsors, mes machins, d'avoir des nouveaux partenariats, des trucs et tout. Je suis vraiment désolée mais je peux pas faire ça parce que personne ne connaît ce type. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais retour sur ton travail. Ben non, voilà, vous avez ce genre de retour. Mais je savais, quand elle me l'a fait, je me suis même pas posé la question. Je lui ai dit, non, mais je comprends. Et elle m'a dit, oui, non, c'est dommage, parce que j'aime bien ce que tu écris. Mais là, maintenant, je suis, entre guillemets, plus professionnelle. Et je peux pas me permettre de faire un post qui fasse un flop, quoi. Voilà. C'est QFD. Sandra, donc, m'a posé la question, quelle est la pire critique qu'on pourrait te faire en tant qu'autrice ? En fait, je suis ma pire critique. Donc ça c'est fait. En fait, tant que... Alors, il y a quelque chose que je n'aime pas, entre guillemets, comme critique. Et vous allez comprendre pourquoi. Et je pense que vous serez peut-être sûrement d'accord avec moi. Parce que ça m'est arrivé dans les précédents romans. C'est la catégorie 1, c'est ceux qui n'ont jamais lu tes romans. Mais qui se permettent de noter ton roman ou de dire de faire un retour où tu sens que la personne n'a pas lu ton roman, elle a juste mis j'ai lu, je n'ai pas aimé ou j'ai lu truffé de fautes alors il y en a un jour qui a mis je l'ai lu, c'est une purge, il y a tellement de fautes à toutes les phrases. Donc j'ai balancé ça à la correctrice qui avait fait. Je crois que la correctrice l'aurait bouffé parce que déjà premièrement il attaquait un peu son travail et deux elle m'a dit je veux savoir où sont les fautes. Donc il y a une personne qui m'aide des fois sur les réseaux sociaux, sur les forums et donc elle est allée en discuter en off, hein, style elle a fait le sous-marin. Et en fait, au bout d'un moment, en lui disant oui, moi aussi je l'ai lu, je trouvais qu'il y avait des fautes et tout, il lui a avoué au bout de 5 ou 6 échanges qu'il n'avait jamais lu le livre. Mais qu'il n'avait pas aimé la thématique de la 4e de couverture, et donc que ça le gonflait. Voilà. Et que lui, c'était un auteur, que ça faisait des mois qu'il cherchait à avoir une bonne idée, et qu'il ne supportait pas ces auteurs qui publiaient 1 fois par an, parce que comme si c'était facile d'écrire un livre. Alors ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des gens qui vous assassinent parce que la thématique ne vous plaît pas. Voilà, alors ça, c'est... il y a des thématiques que les gens n'aiment pas. Alors si tu n'aimes pas la thématique, bah, tu lis pas, premièrement. Et puis deux, moi j'aime pas par exemple les romances ou les feel good, ou j'aime pas les trucs cucul à praline. Si je le lis, bon des fois je m'amuse, hein, parce que vous avez vu que sur la chaîne, je critique, hein, le dernier livre, j'en ai quand même dit un où c'était creux, mais je savais où non, là je savais pas, je pensais que l'auteur était... Bon bref, c'est pas grave. Mais... c'est normal de critiquer, enfin je veux dire, chacun a sa propre sensibilité, sa propre réflexion, sa propre envie. Que c'est à faire une connerie. Il est en train de monter sur le mur, on va dire la pile de livres que j'ai proposé par terre pour ranger. Si vous entendez un grand bourre, c'est que Hux a démonté la pile. Je crie pas parce que sinon il va vraiment foutre le bordel.
Donc ça, les thématiques, machin, donc chacun peut critiquer, vous n'avez pas forcément la même idée que moi, vous aimez pas, machin, je conçois ça, c'est pas un problème. Par contre, voilà, la thématique vous plaît pas, il y en a un qui m'a assassiné, alors c'est sur Anne Brera, parce que le titre était en hébreu, et je me suis fait envoyer une voilée de bois vert en disant on comprend pas le titre, machin. Alors il avait vu dans une librairie, il m'a dit oui je comprends pas, le titre est inexpliqué. Bah si chaton, tu ouvres la page, il y a 2 fois sur une page il y a écrit Anne Brera avec une marque de référence, une note de bas de page qui traduit l'expression. Voilà. Alors j'ai bien compris que c'était le fait que c'était en hébreu, que ça lui posait un problème. Donc vous voyez le genre de critique qu'il a pu me faire en off. Alors il l'a fait en vérité sur une plateforme. Mais j'ai écrit à la plateforme en lui demandant de retirer. Et je leur ai montré pourquoi, et je leur ai expliqué pourquoi. Et la plateforme a retiré. Voilà, en disant que c'était une discrimination. Et sinon, la plus belle des attaques, c'est souvent, malheureusement, des critiques, c'est que je suis donc nulle à chier, j'ai aucun intérêt puisque je ne suis pas éditée par une maison d'édition. Grande, petite, moyenne, on s'en tamponne. Même ceux qui vous font signer des contrats à compte d'auteur et donc ils vous demandent d'assurer une certaine partie des ou qui lancent des trucs, des projets Ulule en disant oui voilà on atteint un plafond comme ça on va éditer ce roman sublimissime. Et ben si tu crois que c'est un roman sublimissime en tant qu'éditeur tu fais les fonds, c'est le principe d'un éditeur. Voilà. Alors ça c'est la critique la plus magnifique que je peux recevoir régulièrement, c'est oui alors cet auteur auto-édité machin, elle vous montre bien que vous êtes pas dans la même catégorie, qu'en fait votre livre ne sert à rien. Voilà, il y a encore ce truc de penser qu'il y a des auto-édités qui éditent de la merde. Alors il y en a il y en a qui passent par la cousine Berthe pour corriger leur roman et on voit bien entre la mise en page, le truc, le machin, on voit bien que c'est du travail d'amateur. J'ose penser que le mien est pas trop amateur dans le sens où j'ai un correcteur professionnel, j'ai un graphiste professionnel, j'ai des gens qui regardent et qui sont des gens cultivés, qui ont fait des études supérieures et qui sont des gros lecteurs et qui ne s'amuseraient pas à me dire non ta mise en page c'est de la merde, et je sais qu'ils le feraient s'il y avait quelque chose. Je fais la mise en page depuis des années, j'ai jamais eu de retour négatif sur la mise en page, sur le fait comment j'écrivais, la taille de caractère, les machins, les trucs ça. Voilà. Après, que je ne sois pas éditée, j'ai été déjà éditée par des maisons d'édition, mais je ne vais pas au fait pour des raisons perso, que j'ai déjà expliqué autrement. Et dernière question dans la catégorie auteur, je vous dis, ça va durer 3 heures ce truc. Quel est ton projet en cours d'écriture? Donc ça, toujours DH2, donc sur WhatsApp, c'est celui de 2029. Voilà, c'est un projet qui a été écrit donc en 2017, avec une thématique assez forte, très forte. En fait, c'est un retour d'expérience de quelqu'un qui m'avait un soir, lors d'un dîner, après un dîner, on s'était bien entendus, toutes les deux, et elle m'avait un jour confié chose de sa vie. J'avais trouvé ce qu'elle me racontait assez difficile, fort en tous les cas, et je pense toujours que ça pouvait parler à beaucoup de femmes, comme d'hommes, mais beaucoup de personnes. Donc j'avais rédigé ça enveloppé dans un roman avec un contexte particulier, etc., pour évidemment noyer, voilà, mais pour pas qu'elle soit découverte, j'ai pas mis son prénom, etc., mais elle l'a lu, donc elle a beaucoup aimé la façon dont je l'avais fait. Et il s'est trouvé que j'ai rencontré une autre auteure qui, un jour en discutant, la thématique lui parlait pour des raisons personnelles. Donc je lui ai proposé de le lire et je lui ai dit si un jour tu veux qu'on le sorte à 4 mains, je serais ravie d'avoir tes ajouts, tes réflexions en tant que personne impliquée. Voilà. Et donc elle était ok, puis elle se diversifie dans son écriture, elle est allée sur une autre voie parce que quelque chose s'est présenté. Donc pour l'instant c'est en stand-by. Moi j'aimerais bien le sortir en 2029, donc je vais lui poser la question si elle est toujours dans la volonté de le faire. 2009 on a le temps de se poser, de faire d'autres trucs. Si elle ne veut pas, je le ferai. Voilà. Ça sera peut-être le dernier de la lignée, je sais pas. Ça serait une belle fin.
Mais, enfin, en ma carrière d'auteur. Mais je sais pas, voilà, j'ai d'autres idées derrière, enfin j'ai au moins 2 idées derrière, mais pourquoi pas. Mais c'est celui de 2029 parce que je suis, en fait, je le relis pas et je le retouche pas, hein, mais c'est juste que je suis en train d'y penser en me disant d'essayer de trouver le bon moment pour lui en reparler sans que ça l'attriste, sans que ça la bah, en fait, ça la met en porte-à-faux de se dire j'ai plus envie de le faire, mais j'ose pas lui dire non. Voilà, moi, j'aime pas imposer aux gens. Donc, voilà, elle m'avait dit on le met en stand-by. Je l'ai mis en stand-by, mais voilà, maintenant, je me dis que c'est peut-être le bon moment de le sortir. Alors, 2029, c'est long, vous allez me dire, mais je pense que ça sera pour moi, ça sera un bon moment de le sortir. Je pense qu'il y a eu du recul sur certaines choses. Et voilà. On passe à la catégorie lectrice. Vous êtes tranquille, vous n'avez plus l'auteur. Voilà, ceux qui me détestent en tant qu'auteur, vous êtes heureuse ou heureux. Première question, c'est donc Bérénice qui m'a posé la question. Non, je l'appelle Bubu parce que j'ai l'habitude de l'appeler Bubu. Hein. Alors, donc Bubu m'a dit peux-tu nous citer tes 3 autrices favorites? 3. George Sand, Louise Aldrich, Camille de Peretti. Ça, c'est fait. Vous avez dit autrice, hein, vous n'avez pas dit auteur. Malo. Coucou Mallory. Elle m'a dit s'il ne devait rester qu'un livre dans la bibliothèque, lequel serait-ce? Un dictionnaire. Parce que comme ça me permettrait de créer des romans avec en biffant les mots que j'ai déjà utilisés. Essayer de mettre plein de mots. Il y a plein de mots qu'on n'utilise pas. Et un dictionnaire, mais alors pas les dictionnaires modernes, un beau dictionnaire, vous savez, les trucs de vieux. Un dino. Non, un dictionnaire aussi moderne. Voilà, un dictionnaire qui fait tout. Voilà, comme ça je m'amuserai à mettre des mots que je n'emploie pas dans la langue, dans la vie de tous les jours, mais qui m'amuserait de mettre dans un roman. Bubu, à nouveau, fais-tu une pause entre 2 lectures? Si oui, combien de temps? Ça dépend. Et je dirais pas ça dépasse, pour la référence. Nouvelle feuille, vous entendez le bruit des feuilles? Oui, ben c'est pas grave, comme ça vous savez que je tourne les questions. Ça dépend. Ça peut aller de quelques heures. Enfin, en vérité, ça peut aller de le temps d'aller chercher un nouveau livre, donc quelques minutes, à 2 semaines. Alors, grand maximum 2 semaines. Mais après, ça dépend de mon envie. Il y a des moments où vous finissez un livre, vous avez envie de lire tout de suite, et d'autres où vous vous dites oh, ben tiens, j'ai autre chose à foutre. Voilà, ça dépend des circonstances de vie. C'est ce que je dis souvent. J'ai pas que ça comme activité. Je ne fais pas que lire. Voilà, j'aime aller au cinéma, j'aime aller au musée, j'aime écouter de la musique, j'aime découvrir de la musique, j'aime dessiner, j'aime écrire. Voilà, je fais des vidéos, visiblement. Malheureusement pour vous, je fais des podcasts, je suis animatrice radio, donc il faut que je prépare mon émission. Voilà, je fais plein de choses qui font que je ne... Et puis je travaille, hein. Accessoirement, le chef, s'il passe par là, je travaille, chef, je travaille. Voilà, donc je fais autre chose de mes activités. Donc oui, je peux m'arrêter de lire tranquillement pendant quelques trucs, mais j'ai jamais eu de... Si la question c'était si j'ai des pannes de lecture, non, j'en ai jamais eu. Mais vraiment jamais, je touche du bois, hein, on n'est pas à l'abri. Mais j'ai jamais eu de panne de lecture. Par contre, je pense que c'est le fait que quelquefois, quand je ne sens pas, j'espace. Et je peux espacer, je vous dis, jusqu'à 2 semaines. Je crois que le maximum, ça a été 2 semaines, où j'ai espacé en me disant, pas envie. Voilà, alors ça m'empêche pas de lire des magazines, d'aller lire des trucs, machin, mais je ne lis pas de romans ou de gros trucs. Mais je vais lire des magazines, je vais acheter Historia, je vais acheter Géo, National Geographic, donc c'est quand même des articles, on va dire, de fond bien écrits. Mais voilà, c'est pas de roman. Mais c'est moi. Alors ensuite, Benoît et Bérénice se sont mis, et Bubu se sont mis d'accord. Voilà, donc la question c'était, alors lui, elle m'a dit, quelles sont les 3 choses qui te font abandonner une lecture en cours et à coup sûr. Et lui avait mis, quelles sont les choses qui te feront abandonner une lecture à coup sûr, non, pour être sûr ou tout de suite. Voilà, oui, tout de suite.
Donc j'ai fusionné le truc. J'abandonne rarement une lecture. Je pense que la dernière vraiment lecture que j'ai abandonnée, c'est Je suis pèlerin, à 3/4. Parce que vraiment au bout de 3/4, ça m'a gonflé, mais vraiment j'arrivais plus à... Je relisais 2 fois la même phrase, je me disais putain c'est long, c'est chiant. Ce qui peut m'arrêter tout de suite, c'est si l'intrigue est merdique. Alors là, si c'est du papier, à cigarette. 2, si vraiment le style est une catastrophe absolue. Et quand je dis nullité, c'est que j'en ai lu quelques fois. Voilà, c'est moi, épouser toi, hein, voilà, en gros, et avec une faute. Et surtout, le pire, vraiment, je crois que le pire, c'est s'il y a des accumulations, quand je dis accumulation, c'est accumulation, de clichés, plus des invraisemblances, alors pas forcément historiques, hein, mais des invraisemblances, style, à la page 12, la fille, elle est morte, à la page 143, elle épouse le type, puis elle remeurt derrière. Donc là, vous vous dites, hop, 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 hop. Et si vraiment il y a une cumulation de nullité en tout genre, c'est-à-dire tout ce que l'on peut trouver, vous savez les cahiers des charges actuels là où il faut tout cocher les cases pour être bien, voilà, ça peut être rédhibitoire. Mais je vous dis le dernier c'est Je suis pèlerin, je crois. Faudrait que je check parce que je l'ai mis quand je les abandonne, il n'y en a pas beaucoup je pense. Ensuite, Bubu. Alors, Bubu et Sacha du groupe WhatsApp, lui m'avait mis quel serait ton genre favori. Et Bubu m'a mis quel livre favori pour chaque genre. Et elle m'a mis dystopie, thriller, classique, contemporain. Lui, il avait mis historique. Voilà, principalement pour moi. Donc, je vais. Voilà. Alors, honnêtement, je vais vous renvoyer sûrement sur mon profil Babelio pour les 6 livres que l'on emmènerait sur une île déserte. Comme ça, vous aurez à peu près une idée. Quoique, je pense que je pourrais le remanier parce qu'il y a des romans qui pourraient rentrer dans cette catégorie. Mais je l'avais fait à l'époque, donc je les ai gardés. Donc dystopie SF, les amours de ma vie, hein, Wells, Orwell, Huxley, ça c'est fait. Ah bah quand on est amoureuse, on est amoureux. Thriller. Alors thriller, je dirais les 10 premiers Patricia Cornwell que j'ai découvert au début des années 90 quand il s'est sorti en France, avec Postmortem. Et je pense les 10-12 premiers, 13-14. Non, enfin, les 10 déjà étaient vraiment très très haut niveau. Donc, ouais, thriller. Alors, c'est pas vraiment un thriller, c'est un. Ouais, enfin, c'est policier. Bon, on va mettre. Alors, thriller noir policier. Ouais, les Princesses Cornwall, mais les 10 premiers pour moi. À peu près. 10, je vous dis, les 10, allez, 10 à 14, mais les 10 vraiment. Classique. Classique. Molière déjà, Arthur Rimbaud, Racine, François Villon, il y en a tellement, Hugo, c'est chiant, je vais pas les citer tous. Et le roman classique, c'est celui que je cite à chaque fois, hein, c'est pour moi, hein, mon grand amour, c'est Le Grand Môle, hein, Alain Fournier, hein, ça il n'y a pas à tortiller. Contemporain, c'est les 6 qui sont sur Babelio. Alors, York Street du sublime Robert McKean Wilson. Je l'aime, ce type. Enfin, je l'aime. Hop, hop, hop. Hein, voilà, comme auteur. Allez vous calmer 2 minutes. Comme auteur et journaliste, hein, parce qu'il est aussi journaliste. Donc, Yoga Street, même si j'adore Rippey Bogle, j'adore La douleur de Manfred. Enfin, de toute façon, j'aime tout ce qu'il a écrit. Enfin, il n'en a pas écrit 19. Hein, voilà, on attend toujours le prochain, monsieur McKean. Dans la forêt d'Edna O'Brien. 4 lettres d'amour de Niall Williams. Et 100 ans de solitude de Garcia Marquez. C'est des contemporains. Vieux, pour certains, mais des contemporains. Et historique. Mon premier que j'ai lu quand j'étais petite, c'était Jacques le Croquant de Jeanne Leroy. Et après, tous les romans qui traitent de mes périodes préférées, il faut être honnête. Voilà, alors, alors Sabitz Land pour l'URSS, avec sa saga de l'inspecteur Pekala, les Harald Gilbert, évidemment les Volker Kutscher. Alors Volker Kutscher qui d'ailleurs est en train de ressortir, enfin 2 tomes ressortent chez
les éditions Un Nouveau Monde, donc Le Poisson Mouillé, notamment. Que j'ai fait chier tout le monde depuis des années avec Le Poisson Mouillé, que personne n'arrive à trouver, sauf très très cher, mais personne n'arrive à trop trouver Le Poisson Mouillé. Il ressort en poche, voilà, il est 12,90 ou 13,90, voilà. Donc lisez-le. Parce que s'il y a du succès sur les 2 premiers, et peut-être que le troisième, parce que j'ai compris, sort l'année prochaine, s'il y a du succès, que ça se vend bien, ils vont continuer. Je rappelle qu'il y a encore 5, il y a 8 tomes en allemand de Volker Kutscher, moi j'adore. Hein. Donc ceux qui ne savent pas, c'est la saga qui a inspiré Babylone Berlin sur Canal, sachant qu'il y a des différences dans les relations entre certains personnages. Notamment entre Charlotte et Gerhard. Oh, ce garçon. Bon, bref, voilà, on va pas s'aventurer là sur ce truc. Hein, on va rester cool. Voilà. Donc, oui, ce genre d'historique. Nouvelle catégorie, perso. Attention, perso. Il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu. Je l'ai dit aux personnes. Il y a des choses que je ne réponds pas. Ah bah oui, la question, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie avec qui couches-tu en ce moment? Ça, je réponds pas, perso. Voilà. Non, ça regarde personne, ça. Alors, première question qui était fusionnelle, puisque Stéphanie et Bubu ont posé exactement la même question sur les mêmes mots. Dans quel domaine travailles-tu? Est-ce un rapport avec la littérature? Non. Non. Je travaille dans le domaine hospitalier en tant qu'administrative. Et donc ça n'a aucun rapport avec la littérature, sauf si les trucs qu'on lit en PDF sur 10 pages, 20 pages, on s'en fout, c'est de la littérature. Donc, si, ça se lit, mais c'est pas de la littérature. Tant mieux que je travaille dans un domaine complètement différent, parce que j'aime bien, c'est bien de séparer les deux. Et ça fait un bon équilibre. Deuxième question, Bubu, toujours. Attention, il n'y a que des Bubus, je crois. Sur la catégorie perso. Enfin, sauf la première avec Stéphanie. Comment occupes-tu tes week-ends? Organisé ou pas? Alors, très organisé. Because toute la semaine je bosse. Le soir, je fais des trucs. Il y a des choses. J'ai une vie, hein, comme tout le monde. Donc voilà. Alors, outre le ménage, les courses, au passage, la cuisine, machin. Enfin, vous avez d'autres choses dans votre vie que ça. Hein. Surtout si on est une femme. Même si on n'a pas d'enfant, on a des obligations, je rappelle. Donc les week-ends du vendredi, on va dire 18h, au dimanche 22h, je suis très occupée. Voilà. Je fais les radios le vendredi soir. Enfin, j'enregistre la radio le vendredi soir. Je fais les podcasts. Je fais les vidéos. Ou si j'ai eu le temps dans la semaine d'en tourner une, ce qui est le cas, par exemple, aujourd'hui. Je vais la monter ce week-end, enfin l'agencer avec le truc devant, et si je dois faire des vignettes, je fais les vignettes, et je fais les photos qui doivent accompagner la photo, enfin la vignette ou mes publications. Je lis, j'écris. Alors j'écris pas forcément un roman, hein, voilà, mais j'écris, j'ai des retours de lecture sur le blog, j'écris des choses ailleurs, voilà, que vous ne savez pas, mais j'écris. Des fois pour des autres. Je dessine, je me promène. Je vais au cinéma, je vais voir des potes, je parle à mes potes par Zoom ou par machin. Je vais écouter la musique, je vais voir une expo. Qu'est-ce que je fais aussi? Je garde Hux, hein, je m'occupe de mon bébé chat. Enfin, bébé chat. Il a 5 ans, bébé chat, cette mois-ci, au mois de mai. 5 ans, le gros chat. Enfin, gros chat, oui, gros chat. Voilà, donc je m'occupe de mon chat. Je vois mes potes, je passe des fois des journées avec un meilleur ami, ça nous arrive, et on fait que des conneries à nos âges avancés. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Je regarde des séries, je regarde des films des fois à la télévision, je regarde sacré football, Liverpool, OM, le football, Formule 1. Ok sur glace. Ah déconnez pas, il y a des priorités dans la vie. Hein. Moi, voilà, si vous m'invitez qu'il y a Liverpool qui joue ou l'OM, alors des fois l'OM, moins. Mais s'il y a Liverpool qui joue ou qu'il y a la Formule 1, ne m'invitez pas, c'est pas la peine. J'aurai la tête comme ça, toutes les 5 minutes. C'est pas la peine. Voilà, donc je suis très occupée du vendredi 18h au dimanche 22h, je suis très occupée. Voilà, mes week-ends sont très organisés. Alors des fois c'est un peu, je sais pas ce que je vais faire, mais il y a des choses qui sont obligatoires. Bubu, toujours, comment est... j'avais oublié ça. Je l'ai noté, je me rappelais mieux. Comment est l'entente avec les parents de l'exorciste? Très bonne. Ils sont adorables. Non, mais je plaisante pas en plus. Hein. J'ai une très bonne relation. Ils me gardent les paquets des fois.
Parce que quand on a cotorep, enfin, il n'y a pas d'insulte hein, sur les gens qui sont vraiment cotorep, mais c'est une expression qu'on a fait avec plusieurs personnes de la résidence, parce que nous, vraiment, notre poste, c'est des boulets, des boulets. Ils me gardent les cartons, ils me prennent les paquets au-dessus des boîtes aux lettres quand ça déborde, machin. Donc ils sont très très gentils, ils sont adorables, hein, voilà. Mais bon, alors l'exorciste, vous avez vu, hein, elle cripe moins, bah, parce qu'elle vieillit. Ah, elle grandit, donc elle gueule moins. Alors de temps en temps, voilà, quand vous aurez des lives, alors je crois que le prochain live, c'est pas la semaine prochaine, c'est le 15, 16, 17, enfin, le mardi de la semaine du 15, je crois. Enfin bon, bref, dans 2 semaines, enfin, je sais, non, quand c'est qu'il sort ce truc, bah, le 10, bah, mardi prochain. Voilà, je cherchais quel jour on était, on est le 9, donc demain le 10 ça sort, oui, donc normalement mardi prochain. Parce que ce soir j'avais une obligation, je ressors après. Voilà, donc j'ai un truc. Elle crie moins, je pense. Voilà. Alors par contre, nous avons toujours la marathonienne hein, qui s'entraîne donc pour le triplé Paris, Londres, New York et qui prépare sûrement le Marseille-Cassis en octobre. C'est ça, pour ça. Et voilà. Ensuite, bah, toujours Bubu qui me pose la question dessines-tu régulièrement? Je crois que j'y ai répondu plus haut. Qu'aimes-tu le plus? Aquarelle, crayon, craie? Bah, je dessine toutes les semaines. Voilà, c'est automatique pour moi, c'est toutes les semaines. Je crayonne. J'ai beaucoup de crayons de couleur, des crayons gris, des crayons aquarelle qu'on peut mouiller, vous savez. Moi, je le fais pas souvent. Sinon, les autres que j'utilise, des pastels à l'huile ou secs. Et donc, j'ai une bombe pour fixer. Ah oui, j'ai du matos. Et les craies. Mais c'est rare les craies. C'est de plus en plus rare les craies. Sinon, la peinture, ça ne peut être que l'été dehors. Et pour la peinture, je suis une daube. Voilà, c'est de la gouache. Et la peinture, c'est très abstrait. Je fais dans du soulage, mais avec du couleur. Des fois, je fais du soulage tout noir. Bon, j'ai pas de brou de noix, donc je peux pas. Mais enfin, j'essaye de faire ça. Mais non, sinon, il y a des couleurs, mais c'est très... c'est très basique. Hein. Non, en peinture, je suis vraiment pas très très bonne. Mais pour l'agencer les couleurs, oui, mais alors pour les trucs. Voilà. Je pense qu'avoir fait une vidéo, si j'arrive à la retrouver, où j'avais montré mes dessins. J'avais montré des dessins. Il y en avait un, je sais plus, je crois que c'était un Itlamise où il y avait écrit couleur et je sais plus quoi. J'essayerai de le retrouver si je me rappelle. Où j'avais montré un dessin, des peintures, des choses que j'avais faites. Donc voilà, mais sinon c'est tout. Donc Bérénice, je vous ai dit, hein, ah non, il y a Sandra après. Bérénice donc m'a demandé est-ce que tu as des TikTok ou des superstitions. J'ai pas de superstition, je pense pas, enfin je crois pas. Ah non, je déteste qu'on mette le pain à l'envers sur une table. Ça, alors je sais que c'est une superstition, mais c'est pas ça ce que j'aime pas. Sinon, si j'ai un toc-toc. Je revérifie derrière, je revérifie 2 fois quand je ferme quelque chose ou quand je fais quelque chose. Voilà, je pense qu'il y a un lutin qui va réouvrir, par exemple le gaz, vous savez, je vous ferme le gaz, parce que moi je peux fermer le gaz, c'est un gaz de vie, donc je ferme le gaz. Et je pense que le lutin derrière rouvre rien que pour me faire chier. Et donc je repasse derrière en disant est-ce qu'il a pas ouvert le lutin? Alors bah c'est du toc là, c'est même plus que du toc. Hein, ah bah là il faut enfermer la bête. Ah bah si. Et donc dernière question de la catégorie perso. Donc ça vient de Sandra qui m'a dit quel effet ça fait de faire des conférences sur une sur une thématique. Est-ce que tu stresses? Non. Alors non, sauf si bien sûr vous m'invitez à une conférence de but en blanc comme ça et que je connais pas le sujet. Je dois avouer que si demain vous me demandez tout d'un coup sur un thème que alors pas que je ne maîtrise pas, mais que je ne connais absolument que dalle, ouais là je vais avoir le trouillomètre à zéro. Après non. En fait, c'est très agréable de faire des conférences ou d'intervenir dans une classe ou d'intervenir dans une médiathèque quand c'est vous qui êtes invité. Tout simplement parce que les gens sont là parce que ça les intéresse, parce qu'ils sont passionnés par le thème qui a été avancé, peut-être parce qu'ils vous connaissent, peut-être parce que ce que vous allez dire leur plaît, enfin leur plaît sur les thématiques ou la personne, etc. Voilà. Mais ils sont là parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils sont curieux. Et donc c'est généralement des publics réceptifs. Ils sont vraiment là, c'est pas parce qu'ils ont vu la lumière qu'ils sont rentrés. Voilà.
Après, les conférences, c'est agréable parce que vous pouvez réagir. Si vous faites un point d'humour au début, que vous voyez ça prend pas, vous savez très bien que la conférence, il faut y aller cool. Si vous voyez que la première point d'humour, petite référence que vous voulez faire, ça prend parce que le public réagit, bah, vous pouvez vous amuser à continuer. Ce qui m'est arrivé à la dernière, à La Roche-Chalais. J'ai vu qu'une de mes points d'humour un peu drôlissime pour détendre un peu l'atmosphère, ça avait marché, donc j'ai continué. Euh, et puis ça permet d'échanger, ça permet d'entendre ce que les gens peuvent penser ou connaître sur la personne aussi, ou sur le thème que vous faites. Que ça soit des fois sur les Troisième Reich, machin, il y a des gens qui me posent. Alors des fois, il y a souvent des questions-réponses à la fin. Vous sentez que les gens sont intéressés et quelquefois ils ont une expérience où ils ont un retour dans leur famille, où ils ont une situation difficile dans leur famille dans cette période-là. Et donc ça permet d'échanger, de comprendre. Alors il ne faut pas se prendre au sérieux et ça permet de ne pas se prendre au sérieux quand on fait ça. Parce que lors des questions-réponses, vous avez plusieurs cas. Vous avez ceux qui vous posent des questions sur ce qu'ils vous ont entendu ou sur ce qu'ils ont vécu eux et qui vous posent une question sur ce que si vous en pensez quelque chose et si vous savez quelque chose plus sur ce sujet. Il y a les immuables, ceux qui veulent vous coincer, qui essayent de vous poser une question pour vous faire ouais, pour vous coincer. Alors, le meilleur moyen, c'est de dire je suis désolé, je ne peux pas répondre à ça, je ne sais pas. Voilà, il n'y a rien de honteux de dire je ne sais pas ou je ne connais pas. Voilà, il y a des gens, ils essayent, vous savez, hein, vous voyez quand la personne se lève pour le micro, vous sentez. Voilà, ça après c'est avec l'expérience, vous sentez que la personne va essayer de vous coincer ou pose la question juste pour vous emmerder. Voilà, parce que vous l'avez dit. Alors ça aussi, vous l'avez dit dans votre conférence, mais la personne vous repose la question. Style, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait la conférence et que vous vous rappeliez pas de ce que vous aviez dit il y a 20 minutes. Voilà. Bon, ça c'est habituel. Ou qui part sur un autre thème. Voilà, vous êtes là pour, je sais pas, parler des grenouilles et on va vous parler, je sais pas, alors qu'est-ce que vous pensez des centrales atomiques? C'est à moi que tu t'adresses. Alors vous êtes obligé de répondre. Hein. Alors quelquefois vous pouvez botter en touche, mais vous devez répondre. Après, il y a les immuables personnes qui vont. Alors ça, c'est à chaque fois à la conférence, il y a au moins une personne qui va venir vanter son travail, que ça soit auteur ou quelqu'un. Voilà. Alors ça, c'est sûr et certain, si vous venez intervenir dans une école, en tant qu'auteur, hein, ou sur une conférence qui parle de votre travail d'auteur, ou qui parle d'un thème que vous maîtrisez, ou de quelque chose que vous avez déjà fait, ou dans une médiathèque, alors ça c'est immuable, les médiathèques et les libraires, il y a au moins une personne qui va vous poser la question, alors qui va commencer par dire ah j'ai bien aimé votre intervention, machin, vous avez parlé de ça, ça me parle, parce que j'ai écrit un livre qui est disponible. Voilà, et alors ça c'est immuable. C'est automatique à quelqu'un qui vient caser son bouquin sur vos affaires. C'est quand même quelque chose, moi, hein, qui me dérange par question d'éducation. Je trouve ça assez bah, mal élevé. Je suis désolée, hein, je trouve ça assez mal élevé que sur l'intervention de quelqu'un qui parle de son travail, quelqu'un se greffe. Voilà. Alors moi j'en vois, hein, c'est pour ça que quelquefois sur des sites de groupes de lecture, je ne mets plus mes publications. Parce que je pourrais, hein, très bien, je vois d'autres personnes qui sont acceptées sur les groupes de lecture auxquels je suis affiliée sur Facebook, par exemple, qui, à la sortie de leur roman ou de leur truc, disent voilà, j'ai sorti ça, et qui sont acceptés par les modos des groupes 1. Je sais que je pourrais le faire, mais je ne le fais pas. Parce que mais c'est systématique, et ça me gonfle, c'est l'impolitesse des gens derrière qui vont débiter leur bouquin derrière. Et ça s'est passé il n'y a pas longtemps sur un groupe. Y a quelqu'un qui parlait d'un bouquin, et il y a un mec qui a mis, oui, alors moi j'ai écrit un bouquin, il a mis sa page avec sa belle photo, machin, qui n'avait aucun rapport avec le roman qui était exposé et chroniqué. Voilà. En salon, ça m'est arrivé, hein, je vous le dis, hein, ça m'est vraiment arrivé. Alors, l'autre catégorie, c'est les politiques qui viennent, mais ça, c'est malheureusement si vous êtes en conférence ou que vous êtes dans un truc public et que c'est surtout, par exemple, si c'est une municipalité qui organise le truc, que ce soit un salon ou autre, vous avez forcément la question du politique
lambda ou grand ou petit qui va venir dire qu'il a beaucoup fait pour la patrimoine, qu'il a beaucoup fait pour la culture, qu'il a établi et tout. Il nous sort le chiffrage et donc vous êtes là. En fait, vous avez, en gros, vous avez deux choix. Soit vous retoquez aimablement avec une pointe d'humour, c'est ce qui m'arrive généralement, en disant ah mais j'ai pas reçu la subvention moi, en plaisantant, donc ça détend l'atmosphère, ou bah, vous êtes obligé de la fermer et de dire merci pour votre intervention parce que bah, qu'est-ce que vous voulez dire, voilà. Mais pour en revenir aux gens, voilà, pour ça, une anecdote de salon. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois, mais pas qu'à moi, il y avait mes collègues hein, aussi. On le voit tout le temps, je pense que vous demandez à tous les auteurs, c'est arrivé. Alors surtout les petits auteurs, évidemment, ils vont pas aller faire ça à Amélie Nothomb ou à Musso, Gay Lévy, Grimaldi et consorts. Évidemment, hein, ils vont pas aller faire ça à un truc. Quoique ils pourraient peut-être caser, si, alors peut-être qu'ils ont eu un moment donné dans leur vie, même maintenant, des gens qui viennent essayer de leur caser leurs livres pour qu'ils les lisent en se disant s'ils aiment bien, ils vont peut-être faire la pub auprès de leur éditeur ou ils vont peut-être en parler, du coup moi ça va me faire de la pub gratos. Et ça c'est un truc que je supporte pas. En salon ça m'est arrivé plusieurs fois et je me rappelle d'un mec en particulier. Alors ça, sans compter vos collègues d'à côté, hein, ceux qui sont dans le stand à côté de vous et qui, dès qu'il y a un lecteur potentiel qui prend votre livre et qui dit oh j'aime beaucoup, ça me plairait beaucoup, vous pouvez m'en parler, mais vous savez qu'il va l'acheter parce qu'il a déjà sorti son billet. Hein. Voilà, donc il vous dit ah trop bien et tout, il sort son portefeuille, donc vous savez qu'il va vous l'acheter et vous avez une voix à côté qui dit ah ben alors moi sur le même thème et qui balance le livre sous votre nez. En forçant la vente en gros et en vous squeezant complètement. Alors soit la personne elle est intelligente et elle dit non mais attendez moi je préfère celui-là ou je vais venir dans 2 minutes et si elle l'achète elle l'achète, ou il y a des gens qui sont tellement entre guillemets agressés par cette vente forcée qu'ils en oublient qu'ils doivent acheter votre livre qu'ils ont entre les mains, ils posent ah oui d'accord et puis ils donnent le billet et vous êtes là ok merci au revoir bonne année. Bon ça c'est habituel, ça c'est mon vendeur de tapis comme j'appelle, ou ceux qui ont votre numéro de portable parce que vous les avez croisés une fois dans un salon et qui vous inondent de SMS dès qu'ils sortent une merde. Voilà, enfin une merde. Voilà, ils doivent vous inonder tous les mois. Alors, n'oubliez pas, mon livre est toujours en vente et tout. Ça n'a rien à carrer, donc ça je les bloque, hein, parce qu'à force ça me gonfle. Non, le pire c'est quand même effectivement les acheteurs qui arrivent. Des gens qui vous achètent votre livre, qui sont en train de vous acheter vos livres, vous êtes en train de dédicacer, et quelqu'un qui est un visiteur lambda, mais qui a comme par hasard 1 ou 2 exemplaires de son dernier chef-d'œuvre avec sa carte dans le truc, qui s'arrête, qui entend, et qui rebondit sur une phrase que la personne va dire, ou ce que vous allez dire, ou sur une thématique qui est sur votre table, et qui va dire ah vous avez écrit sur ça, alors moi j'ai justement regardé, qui vous le parle à vous mais qui parle à la personne à côté et qui en gros lui refile sa carte en disant mais allez voir mon site, j'ai écrit exactement sur le même thème, j'ai développé telle chose, et c'est un vendeur de tapis et ça c'est insupportable, c'est d'une incorrection. Moi, honnêtement, ça me gonfle. Alors bon, maintenant, je fais ça avec humour, j'essaye de dégager la personne avec humour mais fermement. Mais ça m'horripile de plus en plus. C'est ce manque de... Voilà, si tu étais brillantissime, tu n'as pas besoin de ça, de forcer les ventes. Et en plus, d'aller contre un collègue auteur pour vendre ta sauce, alors que l'autre, il est dans la même situation que toi, il essaye de vendre ses romans, hein, je rappelle. Voilà, c'est le but du jeu quand on est en salon, en dédicace, en médiathèque, en librairie, en intervention, en conférence. On est censé vendre ce truc, donc le livre de quelqu'un d'autre, je ne vais pas le vendre, c'est pas le mien, voilà. À part si elle me les laisse en gage en me disant est-ce que tu peux en vendre. Oui, ça m'est déjà arrivé d'aller en salon, d'avoir mon stand et le stand de quelqu'un d'autre et de vanter aussi bien celui d'à côté que le mien, voilà. Mais c'est un donnant-donnant. Et donc, catégorie générale, et vous presque à la fin, vous êtes tranquille, ça va encore durer 4 heures cette merde. Donc, première question, Bubu. Et qui a été aussi par Sandra, DH2 et Lila qui m'ont redemandé sous une autre forme, mais en gros c'était ça, de citer les périodes d'histoire qui me passionnent. Alors, oui, hein, alors on va aller à la première. Alors première c'est 17, celle que je maîtrise le mieux, 1747 en Allemagne.
Principalement la période 23-37, donc sous le troisième, enfin, voilà, on va dire les années 20 avec les dépressions, machin, les années folles, les grandes dépressions financières, etc. allemandes, plus la montée du nazisme et évidemment l'installation du Troisième Reich. Et ensuite les années 42-43. Après, je ne suis pas une truffe sur les autres années, hein, n'oubliez pas. Voilà, si je dis que je maîtrise 19-47, c'est que je maîtrise 19-47. Mais ma prédilection, je suis très mal installée, je suis désolée. Ma prédilection, c'est 23-37 et 42-43. Voilà, c'est celle où je vais me précipiter en premier, voilà, si vous voulez. Deuxième que j'aime le plus, 33-53 en URSS. Ça a toujours été ma came, ce truc. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même des années qui se ressemblent. Ouais. Ensuite, je dirais la période 14, et quand je dis 14-17, c'est pas volontairement. 14-17 en Europe, dans l'Europe en général. Voilà, parce que ça peut être dans la Russie impériale, le début de la fin. Ça peut être les mouvements différents dans les pays. Voilà, alors la Première Guerre mondiale soit, mais il y avait d'autres choses qui se passaient. Mais oui. Sinon, j'aime beaucoup alors j'aime bien beaucoup le 12e et 13e siècle en Aquitaine, et donc par ricochet en Angleterre. Et j'aime beaucoup la période entre le milieu du 17e et le milieu du 19e. Donc cette période-là, en Angleterre principalement pour la guerre civile et pour la révolution industrielle. J'aime beaucoup la révolution industrielle. Ça me fascine, moi, la révolution industrielle. Voilà, comme quoi, il y a des débiles partout. Et la période d'Alexandre le Grand. Mais c'est vieux. Ça fait longtemps que je ne me suis pas... Ah, il y a quelque chose qui arrive bientôt. Mais voilà, c'est une période que j'aime bien. Ensuite, alors, trio de filles, Bubu, Sandra et Marie, qui m'ont posé exactement la même question. Depuis quand fais-tu de la radio et comment as-tu commencé? Alors, ça fait donc la 7e année. Oui, 7e année, donc la 6e saison que je fais sur l'antenne. Et donc la 7e arrivera en septembre prochain. Au début, j'ai commencé par 30 minutes tous les lundis et désormais, maintenant, je suis à 1 heure tous les lundis. Comment j'ai commencé? J'étais sur un salon du livre et la radio pour laquelle je travaille, donc qui est Liberté FM, à l'époque qui s'appelait différemment, mais qui s'appelle maintenant Liberté FM, donc qui est accessible en web radio, enfin qui est accessible sur des ondes, hein, elle est sur les ondes hertziennes, hein, c'est pas une radio voilà, de garage, mais elle est comme toutes les radios maintenant en web radio, accessible sur le net. Et si vous êtes abonné à ma newsletter, vous recevez tous les débuts de mois un lien qui va sur un drive, un Google Drive, direct, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Google, et vous pouvez aller écouter les émissions, je les mets automatiquement après diffusion, en genre de podcast si vous voulez. Et en fait j'étais sur ce salon, la radio était là pour faire les interviews de tous les auteurs, et on était interviewés les uns après les autres en nous demandant ce qu'on demande à des auteurs généralement sur les salons. Et j'ai vu arriver le directeur d'antenne qui est venu vers moi après en fin de salon, qui m'a dit tu as une voix qui passe bien à la radio, est-ce que ça te dirait de faire un essai, est-ce que ça t'intéresse? Je dis ah ouais, moi j'adorais déjà faire des podcasts, donc je dis ah oui, volontiers. Donc on est allé faire un essai à la radio en live, hein, vraiment pour voir comment je me débrouillais. Alors ils ont pas diffusé celui-là bien sûr parce que c'était un test, mais ils l'ont fait dans les conditions du direct pour voir si ma voix passait, si j'avais pas trop d'accent, si j'arrivais à parler correctement en étant audible, si je pouvais faire des enchaînements. Je crois que pendant une demi-heure, ils m'ont fait des panne-sons, une chanson qui est coupée au milieu, qu'il faut enchaîner, voilà, pour voir si je pouvais me débrouiller. Et puis je suis rentrée chez moi, et puis il m'a appelé en me disant bon écoute, nous si tu es d'accord, on a un créneau pour toi les lundis à 11h. Voilà, donc c'est comme ça, hein. C'est comme ça que j'ai commencé la radio, c'est comme ça que je suis toujours sur la radio. Et si le chef il passe par là, coucou le chef. Voilà. Voilà, non, ça a collé tout de suite, j'adore. Si je devais faire vraiment qu'une seule activité artistique, outre l'écriture, on est bien d'accord, ça c'est pas négociable en tant qu'auteur.
parce que ça, je négocie pas. Mais si je devais être payée pour faire un travail, je pense que ça serait faire des podcasts et la radio. C'est-à-dire que pour moi, c'est le même boulot. C'est vraiment le pouvoir de la voix. Moi, j'ai été élevée dans une... en fait, on est que des bolets à la radio et je suis d'une génération des FM qui a vu arriver la FM. Et moi, de plus jeune, tout le temps, j'ai toujours voulu faire de la radio. Et quand il m'a proposé, forcément, j'étais heureuse comme une gamine devant le sapin de Noël. Hein. Voilà, et je suis toujours très heureuse de le faire. Ensuite, autre question, donc cette fois-ci aussi Bubu, mais Caroline B et du groupe WhatsApp et DH2 qui m'ont posé sensiblement la même question, puisque la question c'était dans quel pays aimerais-tu découvrir tout en sachant que tu n'iras probablement jamais. Y a deux choses que j'aimerais faire dans ma vie, mais que je ne ferai, je suppose, jamais. Alors je pense que c'est parce que malheureusement, à moins d'un gros changement de pouvoir, on n'est pas sorti du sable. Mais on n'est pas à l'abri d'une petite révolution. C'est l'Iran. Parce que comme je vous ai dit, j'adore Alexandre le Grand et la Perse, vraiment, est mon dada. Alors, en vérité, la Mésopotamie, la Perse, tout le... Ah oui, oui, voilà. Non, mais la Perse, je suis fascinée par la Perse. Et alors, l'Iran, c'est un pays qui depuis des décennies, me fascine. Voilà. Tout ce qu'il y avait comme article dans le National Geo, puisque nous, on l'avait en anglais et en français, le National Geo, à la maison, et je parle ça de mes grands-parents, hein. J'étais fascinée par l'Iran. Voilà, je suis... je sais pas. C'est un pays qui m'attire. C'est-à-dire, c'est un pays qui me parle. Voilà. Comme si, dans une vie antérieure, j'avais vécu là-bas et que je dois retourner là-bas. Je sais pas. Je sais pas expliquer, mais c'est comme ça. Le deuxième, c'est... alors, bon, outre... Enfin, si on arrive à... Hein, on est bien d'accord. Voilà, ça c'est fait. Puis en plus, je suis fan des grandes conquêtes. Alors moi, Alexandre le Grand, c'est quand même ma cam aussi. Bon, bref, on va se calmer. Parce que si vous me lancez sur Alexandre le Grand, on est encore là demain matin. Déjà que ça va être très long ce truc. Sinon, le transsibérien. Alors là, c'est plus une question de sous. Faut être honnête. Hein. Là, c'est plus une question de sous. Et une question qu'il faudrait que je maîtrise la langue avant d'y aller. Parce que si je dois aller là-bas un jour, vraiment faire le transsibérien, c'est mon rêve de petite fille. Ça serait de partir, mais alors style 2 semaines. C'est-à-dire que oui, vous pouvez faire le transsibérien en 3-4 jours, là, aller-retour, enfin, aller-retour, voilà, et sans faire les étapes, c'est-à-dire vous vous arrêtez à la gare avec le train, mais vous descendez pas trop des masses, voilà. Non, moi ce que je veux, c'est aller faire d'abord l'aller en plusieurs, le plus long, parce qu'il y en a un qui est plus court, qui s'arrête moins, machin, il y en a un qui s'arrête un peu plus souvent. Donc faire l'aller avec des arrêts assez souvent pour pouvoir descendre sur le quai et faire 2-3 photos, histoire de pas se faire chier. Voilà, et pas rester dans le train toute la journée. Et de revenir... Alors déjà, quand vous voyez des reportages, quand le transsibérien arrive à Vladivostok, moi je dois avouer que la baie de Vladivostok, mais c'est ma fascination première. Et le retour, c'est là où ça me prendrait le plus de temps, c'est de m'arrêter à toutes les gares et rester 2-3 jours sur place. D'où le fait qu'il faut que je parle couramment la langue pour pouvoir ne pas avoir de traducteur, pour pouvoir comprendre ce que les gens me disent et pouvoir me fondre dans la masse, on va dire, sur place, en ayant bien sûr des garanties. Je ne vais pas descendre et me planter au milieu d'un désert ou au milieu d'un endroit dangereux, on est bien d'accord, mais ça se prévoit, ce genre de voyage. Voilà. J'ai quand même des contacts entre guillemets sur place, ou des gens qui sont de culture russe qui vivent soit en Europe de l'Ouest, on va dire, ou qui sont encore en Russie. Donc en ce moment c'est pas le meilleur moyen, enfin le meilleur moment, mais imaginons que ça soit un bon moment. Ça va arriver un jour, hein, comme en Iran. Voilà, là vous avez des gens qui peuvent vous renseigner, qui peuvent
par connaissance, vous recommandez une famille qui peut vous accueillir ou un endroit où vous pouvez résider, style un hôtel, un bed and breakfast, machin, enfin, genre de truc. Et là, vous savez que c'est 100% sûr parce que la personne, elle connaît, elle vous a recommandé, voilà, vous êtes en confiance. On n'y va pas sac à dos. Enfin, moi, je suis pas une téméraire, hein, donc voilà. Non, non, ça, non. Aller dans un endroit où vous savez que vous pouvez risquer votre vie au cas où vous fassiez un pas de travers, non, c'est pas trop ma cam. Sinon, mon autre rêve d'un autre pays, alors c'est 2 pays, mais il faut les faire ensemble pour moi. Enfin, en tous les cas, pour moi, dans ma perspective, c'est faire les deux dans la même période. Pareil, hein, on se casse 15 jours. Mais ça, c'est plus accessible. Même financièrement, ça peut se faire. C'est faire d'abord Jérusalem et ensuite faire Petra. Donc en fait, vadrouiller en Israël et vadrouiller en Jordanie. Voilà, oui, c'est. Bah oui. Alors, pas du tout pour des questions religieuses, Jérusalem, me posait. Non, mais sérieux, voilà. Mais en fait, Jérusalem, j'aimerais refaire ce que j'ai inventé pour mon personnage de Béatrice dans Embrera. C'est-à-dire, j'aimerais refaire exactement le périple qu'elle fait. Voilà, ce qui est quand même, pour vous dire. Et Petra, parce que pareil, de petite, ce, cet endroit, quand vous voyez les photos, alors maintenant il paraît qu'il y a, enfin moi j'ai des gens que je connais qui y sont allés il n'y a pas très longtemps qui m'ont dit c'est blindé de touristes, c'est l'enfer. Même, enfin maintenant ça recommence, mais même avant c'était blindé de touristes pour faire la photo telle que tu la vois dans le National Geo, ils ont dû le faire à 3h du matin avec des spots. Enfin à l'époque, hein, maintenant il y avait mon monde à l'époque, mais voilà, parce qu'il y a toujours du monde. Moi j'ai une de mes copines de Paris qui m'a dit, moi elle est allée avec son mec et ses enfants, et elle m'a dit pour faire une photo, il y a tout le monde sur la photo. Elle m'a dit il faut y aller sur Photoshop pour virer tout le monde pour faire penser que tu es seule, c'est pas possible. Voilà, mais le truc d'arriver dans cette gorge de oh, 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 oh. Ah, il faudra une caméra sur moi ce jour-là parce que je pense que je serai très rigolote. Voilà. Et oh, il en reste 3, vous êtes contente. Alors, je vous dis, ça va atteindre 1h30, voire 2h cette merde. Ouais, mais c'est l'occasion de rigoler un peu, enfin de faire des trucs un peu sympas. Donc, question de Bérénice, de Bubu encore. Si, je crois que c'est Bérénice. Si, c'est Bérénice. Oui. Oui. Non, parce qu'à chaque fois, comme j'ai une copine qui se fait appeler Bubu et qui s'appelle Bénédicte, ça m'énerve. Si tu gagnais assez... Ah oui, putain, je me rappelais plus cette question. Si tu gagnais assez d'argent pour t'offrir la maison de tes rêves, où serait-ce et quel genre de maison? Alors, j'ai pas ce genre de rêve. Je suis, comme dirait meilleur ami, l'antithèse du bling bling et du tape à l'œil. Vraiment. J'ai pas été élevée comme ça, ouais, j'ai été élevée sobre. Il faut pas montrer, quand il y a de l'argent, il faut pas montrer. Il faut pas étaler ses possessions. Non, non, profil bas, s'il vous plaît. En fait, j'ai pas de prétention de ce genre parce que j'ai déjà ma maison familiale, qui est pas une grande maison, hein, qui est une petite maison, avec un beau jardin, mais qui n'est pas, elle fait pas 1000 mètres carrés, hein, calmez-vous, mais qui est quand même une petite superficie, mais qui est une petite maison. Mais c'est ma maison, voilà, c'est ma maison de famille. Moi, j'attache plus d'importance aux souvenirs, à l'âme d'une maison, à la décoration d'une maison, à ce qu'on peut mettre dedans qui nous ressemble. Euh, mais honnêtement, non. Oui, si j'avais beaucoup d'argent, ça serait de faire des peintures, de refaire les peintures, de réaménager certaines pièces, par exemple de profiter de... Alors pas du tout d'un décorateur d'intérieur, hein, je pense que j'ai suffisamment malheureusement d'idées pour faire ce genre de truc. Mais j'ai pas assez d'argent pour le faire. Mais oui, voilà, refaire les peintures, refaire des choses que vous avez envie de faire. Voilà, par exemple, j'ai une partie d'une pièce qui est... En fait, vous savez, ces pièces ouvertes, des grandes pièces ouvertes de l'époque, quoi, enfin, parce qu'elle est vieille, ma maison. Donc, en fait, ça fait, en gros, cuisine, salle à manger et salon. Donc, oui, elle est grande, la pièce. Mais pour l'instant, je n'ai pas de coin cuisine, c'est-à-dire j'ai pas de cuisine aménagée, j'ai ce qu'il faut, hein, mais c'est pas une cuisine aménagée. Alors évidemment, si j'avais de l'argent, je ferais un espèce de plan de travail, vraiment, j'ai une idée à faire. Voilà, et donc ça serait réaménager ce coin-là pour que ça soit une cuisine.
voyez ce que je veux dire? Voilà, un plan cuisine, machin. Alors pas avec des gros placards, des machins. C'est pas, moi, je suis très campagnarde hein, pour ça. Enfin, je suis toc. Enfin, non pas toc. Je suis. Oh, je ne trouve plus le mot. Enfin bref, je suis un peu brute pour ça. Je suis pas. Je me fous d'avoir du marbre, du carrelage et machin. Non, non, je veux des trucs beaux qui me plaisent à moi et qui soient dans mon style à moi. Donc oui, si j'avais des sous, oui, il y a beaucoup de choses que je pourrais faire. Agrémenter la pièce, agrandir la véranda, faire une plus grande véranda. Ça, ouais. Mais voilà, mais bon, il faut des souk-souks, ça, hein, donc voilà. Sinon, si j'étais très riche, alors si j'étais très riche, il y aurait une deuxième chose que j'aimerais avoir. C'est un pied-à-terre, soit à Birkenhead, soit à Liverpool, face à la mer, face au, voilà. Mais une maison typique anglaise, vous savez, avec les bow windows, le petit jardinet devant avec le petit portail et puis avec un peu de jardin derrière. Mais le truc, vous savez, ce qu'on voit là avec la grande fenêtre, la porte de couleur, la bow window et deux petites fenêtres au-dessus, etc. Enfin, le truc typique british, mais à Liverpool ou à Birkenhead qui est en face, si vous voulez. Voilà. Ou à. Ouais, Birkenhead ou. Ouais, enfin, dans cette presqu'île juste en face de Liverpool. Euh, mais oui, si j'avais été très riche, mais il faut entretenir les deux maisons, donc on est bien d'accord qu'on va se calmer. Voilà. Mais c'est tout. Voilà. Parce que je rêve pas d'un 1000 mètres carrés avec piscine, quoi. Je n'en ai rien à carrer. J'ai pas besoin d'une piscine. Ah oui, s'il y avait demain une piscine, je dirais pas non, mais je ne la ferai pas construire moi. Enfin, je veux dire, c'est pas mon rêve d'avoir une piscine, d'avoir 25 millions de mètres carrés, d'hectares de terrain, d'avoir une maison de 1000 mètres carrés. Il y a un truc qui me terrorise, moi, c'est les home tours. C'est bien pour ça que vous ne voyez jamais rien. C'est que je ne conçois pas les gens qui font des home tours. D'ailleurs, premièrement, c'est rare que quand je vois home tour, je ne regarde pas parce que c'est rentrer dans la vie privée et dans le truc des gens. Je trouve ça, je sais pas. Moi, je trouve ça impudique de regarder. Alors, après, la personne fait ce qu'elle veut. Mais moi, je trouve que c'est voyeur et impudique pour moi de regarder. Parce que une maison, c'est perso. Vous allez avoir peut-être des photos de famille au mur, un vieux cendrier qui vous rappelle votre arrière-grand-père, une vieille truc. Et c'est home tour qui des fois dure une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, où la personne elle détaille chaque truc de sa maison. En fait, on a l'impression que c'est un magazine glacé de déco. Et ça me gêne. Voilà. Une fois, je suis tombée par hasard sur un home tour parce que la personne que je suis sur YouTube, je l'aime beaucoup. Et elle n'avait pas mis home tour dans sa vidéo. Donc, elle commence la vidéo assise sur un canapé en disant voilà, j'ai développé mon activité parce qu'elle est peintre. Et j'ai trouvé un atelier. Donc là, l'atelier, vous vous dites, c'est un atelier professionnel. Donc, en gros, à part ses peintures, ses machins, c'est du pro. Voilà. Et en fait, pas du tout. Elle a ouvert la porte et elle nous a fait le home tour. Et moi, je suis restée comme ça, connement, pendant au moins 10 minutes, avant que je réalise qu'elle était en train de nous montrer sa cuisine, de montrer comment elle avait agencé ses placards, qu'est-ce qu'il y avait dans ses placards. Elle montrait son dressing, le nombre de robes et de chaussures qu'elle avait, les sacs à main qu'elle pouvait procéder. Enfin, moi, j'ai trouvé ça d'une. Donc j'ai arrêté la vidéo et je ne l'ai même pas regardée. Donc ne comptez jamais sur moi pour vous faire un home tour, hein, parce que c'est une maison, c'est perso. Et ça me. Je trouve, voilà, ce serait impudique de le faire pour moi. Mais bon, je comprends hein, les gens qui sont intéressés, parce que peut-être qu'ils veulent piquer des idées de déco, etc. Mais il y a quand même un côté voyeur qui me dérange. Voilà, donc avant-dernière question, Bubu. Les deux dernières. Ah non, la dernière, c'est une double. Donc, Bubu a demandé as-tu regardé La Servante écarlate en série? As-tu aimé? Non. Enfin, non, je n'ai pas regardé. J'ai lu le livre, je pense, au milieu des années. Fin 90. Enfin, dans les années 90. Enfin, dans la fin. Je l'ai lu en anglais, donc j'avais bien aimé, mais c'est pas quelque chose qui m'a révolutionné des masses. Et la série est sortie, comme j'avais eu le livre et que je préfère encore les livres aux séries très souvent, ça me disait rien. J'ai regardé le trailer et enfin la bande d'annonce. J'ai regardé la bande d'annonce et ça me dit pas plus de le regarder.
Voilà. Donc non, c'est pas Servante écarlate, ça me parle pas. J'ai regardé, si je suis remontée, j'ai regardé 1 ou 2 épisodes au hasard comme ça, sans suivre, hein, sans chronologie pour voir ce que ça donnait, et ça m'a pas donné envie de le faire. Donc voilà. Et dernière question, vous êtes content, hein? Oh, vous en pouvez plus déjà, Lisa. Dernière question, donc c'est une double question. Marie de WhatsApp et donc Bubu qui m'ont demandé alors pratiquement la même chose. Elle parlait de Stephen King et elles m'ont demandé quel était mon roman préféré. Donc ça c'est Marie. Et Bubu a demandé combien j'avais lu de Stephen King, ou Stephen King, je ne sais pas comment on dit. Enfin, moi généralement je dis Stephen King. Et quel était mon préféré. Et lesquels j'avais aimé. Donc j'ai fusionné. Alors honnêtement, je suis pas spécialiste de Stephen King. Allez voir la super vidéo de Perrine de la chaîne Retrip. J'essaierai de mettre qui a fait une vidéo par quel King commencer. Parce que c'est une des spécialistes de King. Elle adore King. Elle a lu, je crois qu'elle les a tous lus presque. Ou je crois. Oui, je crois. Enfin, en tous les cas, elle lit des poches. Donc je pense. Mais peut-être qu'elle fait une entorse pour King. Mais en tous les cas, elle connaît bien King. Après, vous avez les vidéos aussi. Alors peut-être plus anciennes, parce que je pense que ça fait un peu plus de temps. Les vidéos qu'elle avait fait. Alors est-ce qu'elles sont encore en ligne depuis qu'elle a perdu son YouTube sur King de Séverine, il est bien ce livre, voilà. Mais la dernière que j'ai vue, c'est donc celle de Perrine, donc c'est pour ça que je vous la signale. Parce que bon, voilà. Sinon, de King, j'ai dû en lire une petite dizaine. Pas plus, hein. Faut pas rêver. 10. Si j'arrive à 10. Ouais, j'ai dû arriver à 10. Mon préféré, c'est sûr et certain, c'est 22 11 63. Mais sinon, j'ai aimé Salem, Carrie, Misery, Le Fléau et Roadmaster. C'est Roadmaster? Oui, c'est Roadmaster qui s'appelle le titre. Voilà, c'est les seuls qui vraiment, avec 22 11 63, qui m'ont... Donc pour vous dire, si j'en ai lu 10, il y en a 6 que j'ai aimé. Alors voilà, les autres, j'ai lu le clown, là, le... Putain. Maman. Non, je peux pas. Il m'a traumatisé ce second truc. Je vous jure, moi les clowns, déjà j'aimais pas petite. Ma mère elle me disait toujours, tu détestais les clowns petite, tu les supportais pas, tu te cassais. Alors là, ça a fini de m'achever cette merde. Voilà, donc mais sinon, non, ouais, à part ce que je vous ai cité, c'est tout ce que je me souviens de King. Oups. Ah bah oui, on peut pas tout aimer non plus, c'est pas parce qu'on n'aime pas, qu'on lit pas tout Stephen King qu'on est des débiles, quoi. Voilà, chacun ses goûts en matière de littérature. Comme on le dit souvent, hein, il faut de tout pour faire un monde, tous les goûts sont dans la nature. Voilà. Donc, mais bon, j'en ai quand même lu pas mal. Salem, ouais. Non, Salem c'était bien. Le Fléau, Salem, Roadmaster c'était bien quand même. Voilà, donc c'était le FAQ avec toutes les questions. Voilà, en 4 catégories. Donc j'espère que ça vous a plu. Ça va dépasser, je sais pas, j'ai pas le compteur. Mais à mon avis, ça doit dépasser 1h30. Donc courage, prenez un thé, un café, un chocolat, un whisky, ah non, pas un whisky. Voilà, ce que vous voulez, un gâteau, une glace, voilà, pour passer la pilule. Prochaine vidéo, c'est le... ça sera le programme culturel de mi-avril, mi-mai. Sachant qu'entre-temps, devrait arriver, j'espère, si j'arrive à le faire, j'ai le podcast de la conférence que j'ai fait sur Louis Gendreau. Je vais essayer de mettre le diaporama, de faire une vidéo avec le diaporama et de coller l'audio de la conférence, comme ça vous entendrez. Ça fait à peu près 1h30 sans les questions, donc voilà, ça fait ça. Et oui, parce que les questions, je ne pouvais pas les mettre. Et puis, normalement, devrait arriver aussi une vidéo podcast, mais qui sera vraiment un podcast sur la chaîne SoundCloud, sur les reines et les femmes de pouvoir en France. Alors, certaines, celles qui me plaisent le plus, on est bien d'accord, hein, voilà, c'est très subjectif. Hein, voilà. Liste non exhaustive.
Parce que ça m'a plu, le coup des écrivaines a beaucoup plu, j'ai eu de beaux retours et on m'a dit alors pourquoi tu fais pas ça en histoire? J'ai dit ah bah ouais tu as raison, je vais faire les femmes que j'aime bien. Donc en France, hein, j'ai dit pour l'instant. Voilà, donc et en juin, je prépare un truc sur un magicien, un druide. Enfin, vous verrez. Voilà. Donc bah, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et bah, j'espère que ça vous a plu, que c'est pas trop chiant. Et si c'est chiant, vous avez le droit de le noter dans les commentaires. Et si vous avez d'autres questions pour une autre FAQ, vous notez les questions dessous, suite à ce que j'ai pu dire. Et je ferai sûrement une FAQ, bon là c'est bon, hein, une par semestre. J'en ferai une à la rentrée. Ou cet été, parce que je vais prendre une pause, même si je travaille, mais je vais prendre une pause, bah parce que l'été il fait très chaud dans ma maison, et vous le savez, hein, quand il fait 35, moi je suis incapable de faire quoi que ce soit. Donc l'été je fais pas de très peu de vidéos à part la point lecture et la pile à lire et une vraiment petite parce que bah, même la petite lumière ronde là et la lumière sur le côté pour éviter que je sois trop dans la pénombre, je peux vous assurer que ça me fait prendre 2 degrés. Voilà. Et 2 degrés quand vous êtes déjà à 33, c'est pas possible. Voilà. Donc je ferai peut-être une vidéo avant les grosses chaleurs. Avec une FAQ qui sera peut-être revenue d'ici là pour combler. Mais bon, hein, l'été, vous avez autre chose à faire que de regarder ma bobine et de rester planté devant un ordinateur toute la journée. Il faut sortir ou aller vous promener ou profiter des petits oiseaux, des petites abeilles, chose que je ne peux pas. Voilà. Et de profiter de vos vacances pour lire, aller à la plage. Et si vous avez pas la possibilité de partir en vacances, bah de profiter de vous, surtout, et de vous reposer, de faire des choses que vous aimez. Voilà. Si vous aimez me regarder en vidéo, il y a plein de vidéos sur la chaîne hein, depuis que je l'ai ouverte. Donc il y en a plein d'anciennes que vous avez sûrement pas vues. Des trucs qui étaient beaucoup moins rigolos. Voilà, mais qui sont peut-être très intéressantes à voir. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention. Bisous, bisous, ciao, ciao. Ah, la marathonienne. Alors, ah bah c'est l'heure, hein. Il faut prendre l'entraînement. Ah oui, c'est l'heure de l'entraînement. Ah oui, 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 c'est le moment où on court. Vivement les grandes vacances et que ce 15. Que je sois tranquille un petit peu. Allez, viens mon chou, viens. Viens mon chouchou à sa maman, il est là. Viens ma puce. Tu veux faire un bisou à tout le monde? Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit on voit plus le joujou. Attendez, je vais essayer de l'attraper. Si j'arrive à l'attraper. Il est pas réussi à soulever d'un seul bras, c'est pas possible. Tu dis bonjour à tout le monde, nounours. Il est pas aimable, hein. Vous avez vu comme il est pas. Oh, il est pas aimable. Oh là, t'es pas aimable. Qui y a? Où ça te plaît pas? Je veux descendre, maman. Je suis pas bien, moi, là. Oh là là, maman, on dégage. Ah ben, je vous dis. Dans la maison, qui c'est qui commande? Vous avez l'exorciste. Mais elle est gentille, elle parle. Elle est mignonne. Et Ox c'est parti devant la porte pour écouter. Il adore. Il est comme ça. Ciao. Ah bah, toujours aussi con, Lisa. Hein. Ça changera pas.